Sur ton chemin, si tu rencontres un enfant qui pleure, arrête-toi et demande-lui ce qui ne va pas. Car nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Fred Sainté, chantons pour les cœurs brisés et donnons de l'espoir aux orphelins du monde. Voilà. Alors, le rôle de la femme dans le développement de l'Afrique est surtout minimisé de nos jours et pourtant, elles sont très impliquées dans l'économie et de plus en plus présentes dans l'ensemble des secteurs d'activité. Mais des inégalités persistent, surtout dans un contexte africain où la culture et le développement s'entremêlent dans l'effectivité de la réalité. Mais ces inégalités qui persistent rendent très difficile la peine des femmes africaines, surtout dans des questions d'intégration à l'économie du continent. Nous avons choisi dans le cadre de ce numéro premier pour le compte de l'année 2023 de parler du rôle de la femme dans l'atteinte des objectifs de développement du continent africain. Et pour en parler, nous avons fait recours à une voix féminine très engagée qui nous vient du pays, qui nous vient du Cameroun. Et elle s'appelle Karine Mwambo. C'est un visage très connu, du moins dans l'environnement médiatique, pour sa casquette de journaliste, écrivaine et entrepreneur. Elle est promotrice de l'association Kate Foundation qui s'investit depuis de nombreuses années dans la lutte contre les violences sexuelles faites sur mineurs et particulièrement les femmes. Elle est écrivaine et éditrice également. Elle nous permettra dans le cadre de cette émission de découvrir et faire redécouvrir à ceux qui la connaissent déjà ce profil atypique et très exceptionnel et qui se veut être une carte efficace pour le développement de l'Afrique à travers la femme. Bonsoir Karine et bienvenue sur Bonne Gouvernance. Bonsoir Pablo et merci pour l'invitation. Je me sens tout honorée. Je salue au passage tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent de par le monde. Alors, meilleurs vœux, Karine, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité dans toutes vos entreprises, parce que nous savons que vous en avez suffisamment. Eh bien, nous vous souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle année, en espérant que vous l'avez bien démarré, Karine. Merci Pablo. Many returns to you as well. La santé, c'est un élément important parce que sans la santé, tout s'arrête. Donc, du coup, je te renvoie également les vœux de santé. D'ailleurs, beaucoup de santé pour toi et pour tout l'Audima. Oui, je pense que ça a bien commencé la nouvelle année. Je la prends toujours positive. Et je souhaite d'ailleurs que tout le monde puisse aussi prendre les choses telles qu'elles sont. Ne pas déjà se mettre des barrières. Et voilà, en positivant, on est sûr que 2023 sera pareillement positif et que tout ira pour le mieux. Okay. Je vous le souhaite vraiment. Merci d'avoir accepté l'invitation de Bonne Gouvernance, Karine. Merci de nous avoir donné, de nous donner cette opportunité de parler un tout petit peu de ta vie et bien évidemment de ton parcours. Mais avant toute chose, Karine, 2022 s'en est allé. Est-ce qu'on peut quand même avoir quelques faits d'actualité qui auraient bien marqué votre année 2022? 2022 c'était intense, une année très intense, une année riche, une année aussi de challenge, une année de combat. Voilà, le combat, ça ne finit pas. Et parlant de combat, je vais juste parler de celui qui a justement clôturé, entre autres, l'année 2022 avec ce combat, avec ce phénomène triste du côté de Bafoussam, l'affaire Capello. Justement, c'est une histoire de pédocriminalité. D'ailleurs, vous êtes au courant. On a d'ailleurs fait une émission par rapport à cela. C'est cet événement majeur que je peux dire qui a clôturé l'année 2022 et qui rentre justement dans l'année 2023 en termes de perspective parce que justement, on n'a pas encore résolu le problème et beaucoup de jeunes de ce côté-là, du côté du Cameroun, particulièrement à Bafoussam, sont encore en danger par rapport à cet événement. Mais globalement, il y a eu beaucoup de femmes qui ont aussi bénéficié justement de notre accompagnement en termes de formation au Cameroun et en Afrique du Sud. Donc l'année a été mouvementée
Et on a aussi eu pas mal de belles choses du côté de ces femmes-là qui sont démarquées positivement. Et ça donne justement l'envie de toujours donner, d'apporter sa pierre à l'édifice justement pour leur intégration dans la société. Alors, l'affaire Carpello, puisque vous en parlez, où en sommes-nous aujourd'hui, Karine? Bon, on a déposé, la plainte a été faite et on attend justement que la justice puisse réagir. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas encore vu déjà l'ampleur et la pertinence, je vais me dire, du problème. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'ici, on n'a pas encore interpellé le présumé, si je veux dire, parce que tant qu'il n'est pas encore condamné, il reste toujours un présumé. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore interpellé. Mais on attend, on a foi à la justice et on pense que quelque chose sera forcément fait d'ici là. Est-ce que vous continuez d'y croire fermement à la justice de votre pays, malgré Même si cette je ne suis pas lenteur plus ou moins la inquiétante quand même? justice, mais la justice doit quand même de dire le droit. On n'a pas le choix. Ce n'est pas une question de croire à la justice parce que c'est un élément. La justice a ses codes, la justice a ses lois et qui transgresse les lois devrait normalement payer. Alors, si on a un cas comme cela où on a des preuves à l'appui, donc du coup, la justice, qu'elle le veuille ou non, elle se doit de dire le droit. Voilà. Merci Karine. Alors, nous rentrons de plein pied dans le conducteur de notre émission, Karine. On vous présente comme une femme journaliste, écrivaine, entrepreneur, promotrice de plusieurs entreprises, tant dans le secteur événementiel que dans l'édition. On vous présente également comme cette féministe engagée, leader d'associations, notamment fondatrice de Kate Foundation, et qui est cette ONG qui, depuis de nombreuses années, c'est Kate Aid, voilà, Foundation, voilà. Alors, décidément, si l'on vous donnait la possibilité de vous décrire, quel mot utiliserez-vous pour parler de votre personne, Karine? Wow. Pablo, vous savez, parler de soi n'est pas souvent... C'est complexe, ouais, c'est vrai. C'est très complexe. Mais comme vous le savez, le moi, il est vraiment haïssable. Mais je crois que la majorité des personnes trouvent que je suis une femme dynamique, travailleuse, ambitieuse et un tout petit peu, même trop rigoureuse, je pense. Mais je crois que ma fille dit aussi parfois de moi que je suis son modèle et qu'elle souhaiterait aussi être bosseuse autant que moi et surtout déterminée. Donc, si on a pu se battre pour les bonnes causes, je pense que les gens trouvent en soi quelque chose de motivant ou bien de modèle. Donc, je peux dire, comme les autres, que je suis battante et combattante. Battante et combattante, voilà. Ce sont ces deux aspects qui nous intéressent plus dans le cadre de cette émission. Et aujourd'hui, vous avez quand même une large expérience professionnelle, tant dans les milieux médiatiques camerounais, partant bien évidemment de votre Bafoussam natal pour Douala, et bien sûr, vous avez exporté ce talent vers l'international. Quel profil académique faut-il avoir pour être une Karine Mambo? Je pense qu'il ne faut pas avoir un profil académique particulier. Il faut juste saisir les opportunités qui s'offrent à soi. Alors, vous avez parlé de Douala. Non, je n'ai pas fait Douala. C'est une ville où je connais juste comme ça, pas plus de 2 mois dans cette ville-là. C'est plutôt Yaoundé, dans Bafoussam natal, oui, Yaoundé. Et comme ça, je suis passée par ces villes-là. Même si en Komsamba, c'était juste une année, l'année justement de mon baccalauréat, parce que j'ai eu ce baccalauréat finalement en Komsamba, baccalauréat série scientifique. Donc à la base, je suis cartésienne et scientifique. Disons que j'ai emprunté un peu, mon parcours académique s'apparente à celui de beaucoup de jeunes Camerounais ou bien Africains. Donc, vous avez un primaire, vous avez une école secondaire, vous avez une école supérieure. Et si vous avez la possibilité de le faire, et vous saisissez juste les opportunités. Ce qu'il y a eu l'élément déclenchant, en fait, c'était en 2002.
Voilà, en 2002, où je faisais à la base de la poésie, j'aimais bien faire des poèmes et tout, et je faisais aussi un peu de rap. Et je suis arrivée dans une radio de la place à Bafoussam, où j'ai des aînés qui, par mon timbre vocal, ont trouvé que je pouvais être bonne finalement en animation radio. C'est comme ça que tout a déclenché dans le monde, pour le monde des médias. C'est pour ça que, étant justement au secondaire, j'ai commencé donc à travailler dans une chaîne de radio, c'est d'abord Radio Poila, avec une émission de jeunes à l'époque qui s'appelait Juvénile, coordonnée justement par le défunt Éric Mambou et qui était chef de chaîne, et puis Léonard Châtelain qui s'occupait justement des jeunes pour ce programme Juvénile, qui était un programme phare de cette radio qui venait de s'installer dans la ville de Bafoussam. Et je crois 2 mois après seulement, j'ai eu mon premier contrat avec une radio privée après, qui s'appelait Radio Star. Donc c'est de là, Radio Star, justement, que tout s'enchaîne avec justement mon parcours professionnel et expérience sur expérience, aussi échec, apprentissage. C'est comme ça que j'ai pu justement me frayer mon chemin. Aujourd'hui, je suis la Karine que tout le monde voit, tout le monde connaît, voilà. Voilà, alors, on découvrait, et c'est d'ailleurs l'objectif de cette émission, une Karine qui a un peu flirté avec les milieux artistiques, que ça soit comme cette jeune rappeuse en herbe ou alors animatrice radio, qui a également flirté avec l'environnement sportif, comme notamment jeune footballeuse en herbe et tout ça. Est-ce que l'on peut dire que ce sont tous ces éléments qui ont constitué le caractère un peu rigoureux, solide que vous laissez transparaître dans vos différentes initiatives, Karine? On a perdu le son. Karine, le son. Là, c'est bon? Ok, ouais, c'est bon. Ouais, je disais tantôt que ce qui m'a... Je peux te parler du sport, hein, parce que le sport, c'est quand on fait du sport, on est dans la compétition, en fait. Et quand on a cet esprit compétitif, je pense que ça donne une rigueur de soi. Il faut travailler. Je pense que cela aussi a forgé mon caractère. En plus, peut-être... en plus de ce qui me dérangeait à l'époque, voilà, j'avais juste un poids qui me dérangeait, et puis il fallait que j'extériorise en fait le mal que j'avais au fond de moi à travers des choses. Il fallait que je me fraye mon chemin. Je me disais tout le temps qu'il fallait que que ma voix compte, que ma voix porte, pour que je puisse justement, en fin de compte, être libre de ce qui me dérangeait. Donc je pense que le sport, justement, le football, le basketball, parce que je l'ai fait. J'ai fait du hand aussi. J'ai apparemment fait du 100 mètres dans la course, 100 mètres en termes de discipline sportive. Donc, tout cela, quand on fait un 100 mètres, on ne veut pas être dernier, on ne veut pas être... Quand on n'est pas premier, on se dit qu'il y a un truc. Donc, il faut à chaque fois travailler et retravailler, se remettre en question, se défier personnellement, se dire aujourd'hui, si j'ai fait tel nombre de temps, il va falloir absolument que je puisse battre ce record, et ainsi de suite. Donc, ça demande beaucoup de travail, de rigueur. Peut-être c'est pour ça que je suis rigoureuse envers moi-même et que j'essaye aussi de faire passer cela aux autres, parce que je pense toujours que la discipline, l'organisation, la rigueur en soi nous permettent absolument d'être particulier ou atypique, hein, selon le regard des autres. Mais je pense aussi que c'est un élément déclencheur de son propre épanouissement. Alors, Karine, vous décidez donc finalement, hein, au cours de ce parcours, à un moment donné, de quitter votre Cameroun natal, que vous aimez bien, pour vous installer ailleurs. Et quelles ont été les motivations de cet autre choix, de cette autre orientation de votre parcours? Bon, les choix, c'était vraiment les choix entrepreneuriaux, parce que j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2009, où je crée d'abord une première société qui est Karine Express Service.
Après, j'ai évolué en Karine Espace Pressing. Après, je passe à MEMA Multiservice and Consulting. Et puis MEMA-SAT, qui faisait justement de la distribution des produits Canal+, justement pour ne pas faire un peu de voilà, pour eux. Donc, j'essaierai la prochaine fois de ne pas prononcer des mots, des noms, je veux dire. Voilà, donc, c'est un peu celui-là. Et après, je me suis rendu compte que les jeunes à qui je faisais vraiment confiance ne comprenaient pas ma vision des choses. Peut-être que je suis un peu trop ambitieuse, peut-être que je rêve trop grand. Et ça n'allait plus comme je voulais. Les choses stagnaient et puis il fallait certainement aller voir vers d'autres horizons. Et mon esprit aussi panafricain, en premier, m'obligeait un tout petit peu de rester en Afrique. Voilà, et puis mon premier pays donc, que j'ai choisi pour y aller, c'était l'Afrique du Sud. Donc, c'est comme ça que je décide de partir du Cameroun pour l'Afrique du Sud. Ça, c'est en 2014. Ouais. Et bien, c'est de là, en Afrique du Sud, une nouvelle page s'ouvre dans votre carrière. Et puis finalement, Dublin. Oui, en Afrique du Sud, une nouvelle page s'ouvre. En Afrique du Sud, je décide aussi de briser le silence sur ce poids lourd qui me dérangeait, justement, qui était le viol en milieu infantile, parce que le viol, je vais dire en milieu familial, donc le viol infantile en milieu familial, j'ai été victime. Et ça me pesait un tout petit peu. Je n'arrivais vraiment pas à être épanouie, je n'arrivais pas à être heureuse. Donc, chaque fois, ça me poursuivait et tout, s'il faut le dire en quelque sorte. Donc, le jour où je décide justement de salir du papier et de finalement raconter ma version des faits, d'où justement la naissance du livre intitulé Ma version des faits, histoire d'une vie, qui est justement ce mélange subtil d'autobiographie que j'ai décidé justement de mettre sur pied en 2017. C'était cet élément déclencheur, en fait, je pense, qui me manquait pour que je puisse vraiment être épanouie et de m'intégrer ou encore de faire mes activités normalement. Donc, voilà, je suis partie. C'était aussi bien pour moi parce que finalement, ça a été une grosse et belle thérapie. J'ai pu me libérer. Et quand j'ai pu me libérer, ensuite, j'ai créé WIA News, qui était un magazine, justement un blog online pour rester toujours dans le cadre des médias, qui était un magazine d'information. WIA News signifie What is happening in Africa. Donc, du coup, on se concentre justement sur tout ce qui est panafricain. On reste dans la logique de l'Afrique, on veut valoriser justement nos valeurs. Et voilà, en 2016, je crée donc WIA News et puis ensuite, je crée donc MEMA Group, où la sortie du livre me permet justement de me rendre compte que des Karines, en fait, quand je dis des Karines, ça veut dire que des personnes qui ont eu le même sévice ou bien qui ont subi des mêmes atrocités, il y en a un nombre important. Alors, c'est la raison pour laquelle je décide justement de créer. Au départ, c'était juste un endroit que j'appelais Safe Space, un endroit où les victimes pouvaient venir se parler sans être jugées. Et quand j'ai vu l'ampleur des choses, je me suis dit qu'il fallait que je mette justement sur pied une organisation bien structurée qui va permettre justement à toutes ces personnes comme moi qui peuvent quitter de victimes à survivantes, parce que c'est justement lorsqu'on traverse ce cap-là qu'on peut vraiment s'épanouir et s'intégrer dans la société. Et donc, c'est comme ça qu'est née Kate Aid Foundation. Et voilà, par la suite, toujours dans le cadre des médias, j'ai fait des émissions avec Kate Agency, qui était un programme, un show, justement, pour donner de la voix à tous ces jeunes qui font différemment des autres en Afrique. Donc, justement, des Africains, j'ai eu des invités comme Lokwa Kanza, l'artiste émérite congolais, qui est justement passé dans cette émission-là, donc dans le cadre d'Afro-Diaspo. Et je lui ai donné l'opportunité de s'exprimer et d'encourager les autres jeunes qui voudraient bien faire dans la musique. Il y a eu des jeunes entrepreneurs également qui sont passés par cette émission-là. Et ensuite, à Dublin, quand je suis arrivée à Dublin, c'est où j'ai créé justement la maison d'édition Kate Publishing, parce que je me rends compte que la littérature est quelque chose que les gens négligent, les jeunes notamment. On se dit que non, la littérature, on ne peut pas être une star si on fait de la littérature, mais pourtant c'est faux, on peut faire de la littérature, on peut faire quelque chose d'intellectuel et être aussi une star entre guillemets, mais ça dépend de comment est-ce qu'on oriente le mot star.
ou bien le modèle. Donc, je voudrais justement donner la possibilité à tous ces jeunes qui ont une histoire à raconter. D'ailleurs, je pense qu'il faut bâtir son histoire à partir, son futur à partir de notre histoire. C'est d'ailleurs le slogan de Kate Publishing, qui est dans la maison d'édition. Bon, c'était un nouveau départ, mais un nouveau départ qui m'a vraiment permis, un nouveau départ qui m'a justement permis de vraiment m'imprégner en étant libre pour une fois, parce qu'avant, j'ai commencé l'entrepreneuriat, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment libre parce que j'avais ce poids-là qui m'embêtait. Donc, une fois que ce poids est passé, je ressens une sorte d'apaisement. Ouais. Et ça devient beaucoup plus facile pour moi d'évoluer dans mes activités. C'est un peu ça, en gros, ce qui me motive au quotidien. Voilà. Magnifique parcours, Karine. Alors, nous allons nous arrêter un instant sur l'aspect de la littérature. On va parler certainement de la maison d'édition, mais intéressons-nous d'abord à cet ouvrage, L'histoire d'une vie. Oui. La version des faits de Karine. De quoi s'agit-il? Ben, la version que j'ai faite de Karine, il s'agit, comme je l'ai dit, de la jeune fille. L'héroïne de ce livre s'appelle Gounou. Gounou a donc été violée lorsqu'elle avait 10 ans dans leur maison familiale, en premier par son oncle maternel et ensuite par un cousin paternel. Donc, du coup, elle a grandi avec ce traumatisme qu'elle n'avait jamais dit à aucun des membres de sa famille jusqu'à ce qu'elle puisse justement se libérer à travers un livre pour que sa famille puisse comprendre le poids en fait qui pesait sur elle lorsqu'elle était toute petite. C'est un peu la quintessence. Mais non seulement dans le livre, je dénonce ce problème de viol infantile, mais c'est un parcours parce que même en milieu scolaire, il y a eu justement ces tentatives de viol en milieu scolaire aussi par les professeurs qui se disent que non, il faut forcément venir à eux pour avoir peut-être des notes sexuellement transmissibles, comme c'est un peu le cas, entre guillemets, si je m'abuse d'utiliser ce terme-là. Dans le livre, c'est un peu comme un parcours, mais un parcours fragmenté sciemment parce qu'il était important que le message passe. Le message, c'est la dénonciation, c'est la sensibilisation, vous m'écoutez, Pablo? Oui, allez-y, je vous écoute. Je disais, dans le livre, le message de la sensibilisation aussi, parce que les parents, généralement, ne savent pas ce qui peut se passer dans leur maison lorsqu'ils ne sont pas là. Donc, c'est fragmenté, c'est pas très condensé parce que c'est fait exprès, parce que le message, il est important. Donc, et puis, après chaque chapitre, parce que je parle de la naissance, je parle de l'éducation, je parle de l'Église, parce que la religion aussi a eu un rôle important dans le parcours, justement, de la petite Ngounou. Et je parle également de l'entrepreneuriat de la naissance, parce que finalement, aussi, Ngounou a pu aussi avoir un enfant, malgré tout. Mais donc, il y a eu cette évolution-là. Et c'était aussi important de faire ce livre, parce que, comme je vous l'ai dit, des personnes comme Ngounou, il y en a tellement, mais beaucoup n'arrivent pas toujours à s'intégrer dans la société. Donc, voilà, alors, Karine, et comment comprenez-vous le silence des victimes? Ben, le silence des victimes, c'est parce que justement, naturellement, les gens ne croient pas aux victimes. Les gens ne croient pas aux victimes. En Afrique, le sexe, il est tabou. Donc, on a du mal à s'exprimer de la sorte. Quand c'est un milieu familial, c'est encore plus grave parce que les familles, en général, préfèrent protéger le nom de famille. On se dit, non, le linge, ça se lave en famille, il ne faut pas en parler. Parfois, la personne qui a le bourreau, c'est quelqu'un qui est un tout petit peu aisé dans la famille. Donc, du coup, on se dit non, comme il a les moyens, on ne parle pas. Mais on ne se met jamais à la place de la victime. Donc, la victime a peur de parler, de ne pas être écoutée. Et quand bien même la victime sera écoutée, on ne va pas croire. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la psychologie de la victime. C'est parfois un truc complexe. Parfois, quelqu'un peut vous raconter une histoire, mais il n'y a pas de cohérence. Parce qu'en fait, psychologiquement, la personne est troublée. Vous voyez ce que je veux dire? La personne est troublée. Ouais. La personne peut vous dire non, il m'avait touché à la main, pourtant la personne, on l'a touché peut-être au dos. Mais le fait qu'il y ait peut-être cette incohérence-là, les gens vont vite juger.
Mais en fait, c'est que la personne n'arrive même pas à se situer. La personne est dans d'autres choses. Donc, il faut comprendre la psychologie de la victime. Pour que les victimes s'expriment, ce n'est pas chose aisée. C'est le regard d'autrui aussi qui fait en sorte que les victimes n'arrivent pas à parler. Alors, juge vite, en fait. Voilà. Alors, Karine, je vais vous poser une question qui peut, si jamais les mots ne sont pas bien positionnés, peut-être mal interprétés. En fait, je voudrais qu'on essaye un peu de comprendre les bourreaux. Ici, comprendre n'est pas donner raison à l'acte, en fait. Mais avec un peu de recul, est-ce que nous pouvons placer une cause générale, globale, à cet acte ignoble, en fait? Comment comprendre? Est-ce une volonté peut-être de domination? Parce que on est quand même tenté de se demander, ben, qu'est-ce qui peut bien pousser un oncle à vouloir, à avoir tout simplement l'intention d'entreprendre des actions sexuelles avec sa petite nièce de 10 ans seulement. Est-ce que vous, avec votre expérience et un peu de recul, vous avez essayé de comprendre un peu ce qui peut être véritablement à l'origine de ces pratiques d'un autre genre? Bon, disons que c'est difficile de comprendre la psychologie du violeur. C'est d'ailleurs un thème sur lequel je suis en train de travailler, comprendre la psychologie du violeur, avant de comprendre aussi la psychologie de la victime. C'est quelque chose de vaste. On ne peut pas dire quel est l'élément motivateur. Ça peut être la perversité, ça peut être la perversion, ça peut être juste des personnes qui, comme vous avez dit, hein, pensent qu'ils sont supérieurs et qu'ils veulent essayer quelque chose d'autre, mais ce n'est pas quelque chose à explorer avec une certaine légèreté. Je pense qu'il faut mettre à contribution des psychologues, essayer par exemple de faire une étude justement sur la psychologie du violeur pour comprendre finalement ce qui se passe pour que ce genre de choses arrivent en fait. Que ce soit en milieu familial, dans la société tout simplement. En période de guerre, parfois ça peut s'expliquer. On peut vous dire quelqu'un, c'est quelque chose qu'il n'a pas prémédité parce qu'il voit peut-être la mort venir, il s'est dit peut-être s'il fallait que je fasse une dernière chose et s'il trouve peut-être une femme en face de lui, il s'est dit peut-être c'est ce qu'il allait peut-être le faire. Ça, je ne dédouane pas. Je dis juste que dans une période de guerre, ça peut avoir une autre... Il y a d'abord cette peur de mourir et autres choses qui arrivent autour. Mais comment comprendre des personnes qui sont en période de paix et qui arrivent à poser ces actes-là? Moi, je pense qu'il faut mettre des psychologues à contribution. J'y travaille parce que c'est important pour moi de savoir ce qui peut motiver aussi un oncle, une tante, parce qu'il y a aussi des femmes qui font des choses sur des petits garçons. Je le dis parce que j'ai des témoignages sur ce plan-là. À la fin, en fin de compte, il va falloir qu'on comprenne la psychologie du violeur. C'est important. Ce n'est pas quelque chose que je peux répondre comme ça, non. Voilà, justement, et quand même, peut-être, pour rester sur la psychologie du violeur, est-ce qu'on peut dire que l'éducation aussi peut être, l'éducation, surtout dans un contexte africain, peut être à l'origine de la multiplicité de ces actes dans la mesure où, vous l'avez évoqué précédemment, le sexe demeure tabou dans les sociétés africaines et aussi les familles ont du mal à pouvoir rappeler à la jeune fille qu'elle peut être vulnérable face au jeune garçon, son oncle, cousin fut-il. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le cercle familial, le contexte familial africain est plus ou moins favorable ou du moins favorise la multiplicité de ces actes? Ça sera la dernière question pour cette première partie. Ouais, je dirais ainsi parce que si c'est tabou, ça veut dire qu'on n'en parle pas assez. Si on doit éduquer ses enfants, c'est à nous qui revient justement toute la lourde responsabilité finalement d'évoquer ces sujets-là. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Kate Aid Foundation justement se bat pour la sensibilisation. La sensibilisation reste l'élément phare parce que lorsque l'acte est déjà fait, c'est d'autres mesures d'accompagnement qui s'y tiennent. Mais maintenant, comment on fait pour que justement la jeune fille soit un peu en alerte
Ça passe par la sensibilisation, ça passe justement par le bon mot que vous avez dit, l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement d'aller prendre des cours en classe et rentrer. Non, il y a aussi l'éducation de la vie, l'éducation des comportements des personnes qui sont autour de nous. Si un oncle, il y a des oncles, hein, généralement, ils aiment dire tapoter les petites filles, non, tu seras ma femme, ce n'est pas les mots à donner. C'est des choses qui sont déjà interdites, c'est des choses qu'il faut attirer l'attention justement de ces jeunes filles parce qu'elles sont vulnérables. Que si jamais un tonton te dit si ou ça, il faut venir me dire. Il faut aussi donner la possibilité aux enfants de nous parler. Parce que nous aussi, nous sommes fautifs dans le sens où on ne donne pas la possibilité aux enfants de nous parler, soit parce qu'on pense qu'on est très fatigué, on est toujours à la recherche de l'argent, ça nous éloigne de les faire, de ce qui est important. Les gens font des enfants, ils savent que, bon, comme on a un peu de moyens, on va faire venir dans notre domicile nos petits frères, nos petites sœurs, et après, ce sont ces petits frères et sœurs, nous mettons la pression sur ces personnes pour pouvoir élever nos enfants. Mais non, quand vous faites des enfants, il faudra forcément être là, vous-même, pour éduquer ces enfants, pour les écouter au quotidien, pour les vivre. Beaucoup de parents ne connaissent pas leurs enfants. Pas parce qu'ils ne vivent pas dans la même maison, hein, mais parce qu'ils ne sont pas proches de ces enfants-là. On ne donne pas la parole aux enfants de s'exprimer. Et chaque fois quand vous le faites, l'enfant va se braquer. La prochaine fois, il ne vous dira plus rien. Il va grandir avec des choses dans le cœur. Donc, je pense qu'on se doit d'être moins démissionnaire lorsqu'on est parent, être vraiment présent dans la vie des enfants, utiliser des mots. Il y a des mots pour parler de sexe, par exemple, aux enfants. Ça s'apprend. Je peux parler de sexe à un enfant de 10 ans sans pourtant le blesser ou bien heurter sa sensibilité. Il y a des termes. Et ça se travaille. Ça se travaille. Il faut juste être proche des enfants. Mais il faut le faire. Il faut transgresser les lois. Bon, il y a aussi le patriarcat qui nous pose dessus. Il y a plein de choses. Je pense que le grosso modo, c'est qu'il faut éviter d'être démissionnaire. C'est tout ce que je vais dire. Quand vous faites des enfants, c'est pour vous et non la responsabilité de vos cadets ou cadettes. C'est votre responsabilité à vous. Ouais. Merci Karine Mambo d'être avec nous dans le cadre de ce numéro de Bonne Gouvernance. On va marquer une courte pause, le temps pour vous de prendre un petit verre d'eau si vous le voulez bien. On se retrouvera juste derrière pour la deuxième partie de cette émission. Mesdames, nous sommes de retour dans ce studio pour la deuxième partie de Bonne Gouvernance de ce jour, toujours en compagnie de notre invitée. Elle est journaliste, écrivaine, entrepreneur, Karine Mambo, qui nous fait l'honneur de partager son expérience avec nous dans le cadre de cette émission. La deuxième partie de Bonne Gouvernance de ce jour sera donc consacrée au rôle de la femme dans l'atteinte des objectifs de développement de notre continent, l'Afrique. Et Karine, alors Karine, avant de marquer la pause, on s'intéressait au côté édition de votre parcours entrepreneurial. On va quand même parler de cette expérience, hein, pas des moindres, hein, qui vous a bien évidemment, au-delà de vos multiples actions, qui vous a en plus mis sous la lumière. Il s'agit de l'édition de cet ouvrage Debout de Martin Camus-Ming. Vous savez que c'est une question qui ne vous échappe jamais, hein, lorsque vous êtes invité sur un plateau, parce que c'est une histoire qui fait partie de celle de votre maison d'édition Debout. La presse a salué votre initiative dans la mesure où vous avez, comme dans votre cas, choisi de mettre en lumière une histoire aussi exceptionnelle et particulière, celle de Martin Camus-Ming, ce journaliste très connu de l'environnement sportif africain et qui a un parcours atypique également. Alors, en quelques secondes, comment est-ce que vous faites la rencontre de Martin Camus pour devenir enfin son éditeur? Bon, Martin, je l'ai connu à Douala en 2018. Quand je parlais de mon livre, ma version des faits, Martin, il m'a donné la possibilité de parler de ce livre dans sa radio qui s'appelle RSI, Radio Sport Info. Donc, Martin faisait partie des personnes qui pensaient, et je le croyais sincère, je crois encore que c'était sincère parce que ne pas seulement dire, mais poser l'action montre un peu une certaine sincérité. Que ce sujet était important et qu'il fallait qu'on en parle. Et lui qui a des filles et qui pensait que justement ce même problème pouvait arriver à ses filles. Donc justement, il m'a donné la possibilité de parler longuement à travers plusieurs émissions à RSI
de ma version des faits, où je suis passée dans le 11 entrants. J'ai rencontré un brillant animateur on a fait une très, très belle émission d'ailleurs. Avec Martin, personnellement aussi, on a fait une émission. Sur un plateau, on avait aussi Mino Cristal, qui est aussi connu sur les réseaux sociaux pour son engagement par rapport aux violences faites aux femmes. Donc, c'était dans ce sens-là. Et puis, Martin, il m'a dit, il écrivait aussi un livre. J'ai dit, ah, d'accord, c'est bien. Si tu fais un livre, c'est super. C'est toujours bien de salir du papier. Moi, c'est comme ça que j'aime dire écrire, salir du papier. Ouais. C'est comme s'amuser, en fait, parce qu'il faut jouer avec des mots à un moment donné. Ça permet de s'exprimer, peut-être de parler de soi, si on veut, ou bien parler des choses qui nous plaisent, finalement. Et après, je suis partie. On avait gardé quand même le contact. Et après, Martin, il m'a rappelé une fois, il me dit, écoute, je t'avais dit que j'ai un livre sur la main et tout. J'ai dit, ah, d'accord, si c'est prêt, c'est bon. C'est quoi le titre et tout? Et ça avait un autre titre, hein, Condamné mais vivant, c'était ça le titre de son livre à l'époque. En fait, quand il avait écrit. Ouais. Et puis, je lui ai dit, écoute, tu as quelqu'un sous la main pour éditer? Il me dit, non, justement, c'est pour ça que je t'en parle, parce que j'ai besoin qu'on édite ce livre. J'ai dit, d'accord. Dans ce cas, voilà l'adresse mail, tu envoies le livre, et puis avec mes équipes, on va voir la quintessence, ou encore si on accepte d'éditer ou pas. C'est comme ça que c'est parti. Et voilà, il a envoyé son livre, il a une belle plume, on ne va pas se le cacher, il a une belle plume, il écrit, et puis la commission, on a siégé, on s'est dit, bon, c'est quelque chose de bien, on peut travailler dessus. C'est comme ça qu'on a travaillé, et puis on a donné le titre au livre, finalement, des bouts en lisant le contenu et tout. On a redonné un titre au livre, et on a traduit également en anglais, où c'était This Weakness, My Strength and My Dream Comes True, qui décrivait un peu au mieux ce qui était dit dans le livre, en fait, ce qui est dit dans le livre. C'est comme ça que l'aventure est partie, en fait. C'est la petite histoire avec Martin Camus. Ouais. Alors, jusque-là, vous étiez toujours motivé par l'histoire de Martin et surtout le personnage. Oui. Et puis vint le divorce. Oui, bon, ça s'est interrompu comme ça s'est interrompu. Dommage pour lui. Grosse perte pour nous, dommage pour lui. Mais bon, c'est la vie, l'entrepreneuriat, c'est aussi avoir le goût du risque. Parfois, on risque, on perd. Mais je ne pense même pas qu'on perd dans la vie, parce que j'aime bien cette citation de Nelson Mandela, qui est quelqu'un qui est très connu d'ailleurs, qui dit, dans la vie, on ne perd pas, soit on apprend, soit on gagne. Alors moi, je pense que j'ai beaucoup appris. Je pense que mes équipes aussi, on a beaucoup appris. C'était une belle expérience pour nous. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Alors, Karine, donc, Martin a été mêlé dans une affaire on va dire, de sextape, et puis une affaire qui lui a d'ailleurs valu une détention. On ne sait pas, hein, je n'ai pas des mots juridiques justes, je ne sais pas si elle était préventive ou il avait été condamné. Et du coup, vous avez fait une sortie au nom de votre maison d'édition pour stopper toutes les ventes. Et bien, on s'attendait bien évidemment qu'après que ce mauvais vent passe, que vous revenez à la charge pour relancer ces ventes. Et jusqu'aujourd'hui, vous ne l'avez pas fait. Vous parlez bien évidemment de perte en termes de rentabilité économique. Est-ce que là, on peut dire que vos convictions sont radicalement au-dessus de toute rentabilité matérielle, même parfois au détriment de la survie de vos entreprises? Entre autres, parce que... Ou c'est une histoire personnelle, peut-être? C'est pas une histoire personnelle. On va pas rentrer dans le secret, peut-être. Ce n'est pas forcément une histoire personnelle, mais c'est quelque chose que je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails sur le plateau. Mais bon, quand ça ne rentre pas dans les valeurs de la ligne, en fait, notre ligne éditoriale, bien encore nos valeurs et mes propres valeurs à moi, pour moi, l'argent ne peut pas
ne peut pas remplacer, ne peut pas être comparé à ce qu'on appelle la dignité ou encore ce que vous faites. Hein. Je suis ambassadrice pour l'éducation de la jeune fille en Afrique francophone. Ça fait déjà 5 années aujourd'hui, qui est une lourde responsabilité que le CFA, qui est le Centre international pour l'éducation de la femme et de la jeune fille, m'a confié, qui est une sous-institution de l'Union africaine. Vous comprenez que lorsqu'on travaille avec une entité comme cela, qui vous fait confiance, et elle m'a fait confiance comme ça, je ne les connaissais pas avant. Ils m'ont invité pour la première fois, c'était en 2017, dans le cadre de Success Story and Challenges à Addis Abeba, au siège justement de l'Union africaine. Et parce ils me suivaient. Vous voyez, il y a des gens qui vous suivent à la loupe, ils connaissent vos valeurs et tout. Et vous savez désormais que pour rien au monde, hein, on ne peut l'acheter. L'argent ne peut pas acheter. Donc, du coup, quand il y a quelque chose comme cela qui se passe, ce n'était pas un cas de viol. Non, Martin n'a pas violé cette fille. Pour ce qui est de ce cas-là, c'était une histoire de meurtre, c'est-à-dire que exposer la nudité d'une femme, déjà sans son consentement, c'est très grave. Mais alors, ce qui s'est passé par après, lui-même par rapport à son comportement, ne donne pas certainement l'envie de pouvoir poursuivre certaines choses, vous voyez. Donc, du coup, je ne veux pas rentrer dans le détail. On n'a pas juste voulu continuer, on n'a pas continué. C'est tout ce que je peux dire à la fin. Même si, nonobstant la grosse perte financière, mais comme je vous l'ai dit, dans la vie, soit on gagne en expérience, soit on gagne. Voilà. Ouais. Donc, alors, vous l'avez cité, Mandela, qui disait je ne perds jamais, lorsque je ne gagne pas, j'apprends. Ouais, ça c'est vrai. Alors, Karine, parlons donc à présent de vos engagements, en fait, qui sont assez diversifiés. Mais aujourd'hui, quels sont vos réels champs d'action au nom de votre fondation K8 Foundation? Alors, les actions, la première action, c'est la sensibilisation, parce que comme je vous l'ai dit, notre main goals aujourd'hui, c'est de pouvoir sensibiliser au maximum, de pouvoir donner la possibilité à beaucoup de jeunes filles d'échapper finalement hein, à tous ces bourreaux, même si on ne peut pas savoir à quel moment ça peut arriver. Mais au moins, quand vous êtes au courant qu'une telle chose existe, vous êtes un peu méfiante et vous pouvez à un moment donné échapper de plus belle. Donc, il y a la sensibilisation. Mais à quel pourcentage, Karine, si vous me permettez, à quel pourcentage placez-vous les scènes de viol dans le frein du développement de la jeune fille africaine? Oui, dans le frein du développement, je pense que c'est à 80% de frein. Parce que non seulement on vous viole, mais on vous vole en fait entièrement. C'est-à-dire qu'on vole l'être que vous êtes. Quand on vous viole, vous n'êtes plus jamais la même personne. S'il n'y a pas des personnes qui vous suivent, qui vous donnent la possibilité de guérir de ce traumatisme, parce que c'est une grosse atrocité, c'est un traumatisme finalement qui... Parce que Votre son, Karine? Si on ne vous permet pas, je disais tantôt que si on ne vous guide pas, si on ne vous donne pas la possibilité de vous intégrer dans la société, finalement, après, tout de suite, il y a un échec. Vous n'allez jamais rien faire parce que vous allez toujours être en train de penser à ce qui vous est arrivé. Vous n'allez jamais pouvoir extérioriser cela ailleurs. Parfois, ce qui nous arrive, on peut prendre du bon côté et devenir quelqu'un de bien. Mais ça demande aussi d'un accompagnement fou. C'est vrai qu'il y a des personnes naturellement qui n'ont pas eu besoin des personnes qui les accompagnent et qui finalement arrivent à se relever, mais ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, la sensibilisation, c'est un élément phare. Nous sensibilisons, nous accompagnons les victimes justement à se réintégrer dans la société. Nous les aidons déjà à briser le silence. Nous écoutons parce que l'écoute, c'est un élément aussi important lorsqu'il s'agit des violences ou bien du viol des enfants, parce que les victimes ne s'ouvrent pas forcément facilement, parce qu'ils ont peur. Les gens jugent très vite des personnes, comme je l'ai dit en amont. Une oreille juste qui écoute sans juger, ça ne court pas des rues. Donc, nous travaillons là-dessus pour que les victimes déjà essaient de nous faire confiance parce qu'on ne vous force pas.
si vous arrivez à vouloir briser le silence, on vous accompagne juste en faisant comprendre que c'est une grosse étape de la guérison, c'est une grosse thérapie. Lorsqu'on arrive à parler de ce qui nous dérange, lorsqu'on arrive à le dire, ça devient plus facile de redire encore et encore. Mais lorsque vous n'avez jamais fait le premier pas, ce sera difficile pour vous de vous voir finalement s'intégrer dans la société ou encore repartir vers un autre départ. Peut-être pas celui que vous deviez avoir au départ, mais ça vous donne quand même une possibilité de pouvoir ne pas tout perdre finalement. Ouais. Ok, merci Karine. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez que vous écoutez Bonne Gouvernance de ce jour consacré à l'analyse du rôle de la femme dans l'atteinte des objectifs de développement de l'Afrique. Et nous recevons Karine Mambo. Elle est journaliste, écrivain et entrepreneur, présidente fondatrice de l'ONG Kate Foundation, et qui est une organisation caritative qui s'investit depuis de nombreuses années sur la lutte contre les violences sexuelles faites sur les mineurs et les jeunes filles en particulier. Alors, Karine, je voudrais savoir quelle est votre position face à la notion de féminisme en tant qu'Africaine, femme bantou? Ben, écoutez, mon féminisme est un humanisme. C'est ce que je peux dire, c'est ma position. Ça veut tout simplement dire que... Est-ce que c'est en adéquation avec vos valeurs de base, vos valeurs? Oui, bien sûr. Le féminisme, c'est quoi? C'est la lutte pour les droits des femmes. C'est-à-dire que donner la possibilité aux femmes de pouvoir faire des métiers finalement dits d'hommes, de pouvoir également d'être épanouies. Bon, même pas épanouies. Normalement, on se doit d'être épanoui. On ne devrait même pas négocier l'épanouissement d'un être humain parce que c'est un droit fondamental. Mais je pense juste que le féminisme, c'est un droit fondamental pour le droit des femmes. Est-ce que vous croyez à l'égalité homme-femme, Karine? Il n'y a pas d'égalité homme-femme, mais il y a égalité de chance entre les hommes et les femmes. Parce que quand vous dites égalité homme-femme, ça veut tout simplement dire que je suis formée comme vous. Alors non, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Moi, je ne crois pas à une égalité homme-femme, mais je crois à une égalité de chance pour les hommes et pour les femmes. Ça veut tout simplement dire que si un homme fait de la mécanique, moi aussi, en tant que femme, je peux le faire. C'est une égalité de chance, une égalité de possibilité de faire. Il suffit juste qu'on me donne également les mêmes opportunités qu'on donne à un homme. C'est à cela que moi je crois. C'est pour ça que je dis, grosso modo, que mon féminisme est un humanisme. Ouais. Alors, et si l'on vous demandait de nous donner votre avis aujourd'hui sur le degré d'implication de la femme africaine dans les processus de développement, pensez-vous que la femme africaine, du moins la génération qui est la vôtre, est suffisamment engagée dans les processus de développement du continent? Oui, puisqu'on les retrouve pratiquement dans tous les domaines. Hein. Si on retrouve les femmes dans tous les domaines, ça veut tout simplement dire qu'elles sont engagées. Donc, pour moi, les femmes participent au développement au même titre que leurs compagnons, qui sont justement les hommes. Dans l'aviation, vous voyez, on trouve des femmes. En médecine, dans l'armée, dans les travaux publics, dans l'informatique, dans ce qu'on appelle les STEM, donc sciences, technologies, arts, musique et autres. On trouve des femmes qui sont bel et bien présentes et qui sont même leaders dans ces domaines-là. Si hier, les femmes n'étaient que des agents d'exécution, aujourd'hui, la femme africaine conçoit, d'ailleurs, pour des collaborateurs hommes et qui implémentent eux-mêmes et qui exécutent. Vous allez voir, il y a beaucoup de projets où ce sont des femmes qui sont à la tête. Hein. Pourtant, ce sont des hommes finalement qui viennent exécuter. Hier, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de femmes dans ce sillage-là. Et même dans plusieurs cercles de décision, les femmes jouent finalement aujourd'hui un rôle important dans le développement des pays africains et même du continent, même européen, pourquoi pas. On a vu des femmes aussi africaines dans d'autres pays européens qui s'imposent de plus belle de tout le temps. Et vous avez vu au Cameroun, le pays d'où je viens, il y a une femme qui est par exemple directeur général de Camtel. Camtel, c'est quelque chose avec la télécommunication. Ouais. D'ailleurs, même le ministre, c'est une femme. Ancienne directrice, elle aussi. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que les femmes sont davantage impliquées dans le domaine du développement. Partout, on voit les femmes. Et c'est pour ça que je disais égalité des chances.
Vous voyez, plus on parle du féminisme, plus pour ceux qui comprennent ce que c'est que le féminisme et qu'on donne la possibilité aux femmes de le faire, parce que moi, je suis aussi experte en genre de la francophonie. Quand on parle d'égalité, justement, déjà, c'est égalité des chances. Donnons la possibilité à ces femmes qui, au nom du patriarcat, on les étouffait et on faisait croire que non, il faut qu'on les aide à s'émanciper. Non, l'émancipation n'est pas une négociation. C'est un droit fondamental. Ouais. C'est-à-dire qu'au même titre que les hommes s'émancipent, les femmes devraient s'émanciper. On ne devrait même plus parler de l'émancipation. Moi, je ne parle pas de l'émancipation de la femme, mais je parle de l'autonomisation de la femme. Parce qu'il faut qu'on rende la femme autonome. Parce qu'elle est déjà même consciente de ses valeurs. Elle a même une conscience inconsciente. Parce que déjà, sachant qu'elle est la mère nourricière, d'ailleurs, même de la planète, il y a des choses qu'elle sait qu'elle doit faire, sans qu'on ne le dise, et qui impactent positivement la vie. Vous, comme vous êtes là, c'est parce qu'une femme, ça ne sont pas du développement. Aujourd'hui, vous faites la bonne gouvernance, c'est parce qu'une femme vous a accouché, vous a nourri, vous a éduqué, vous a élevé pour que vous soyez la personne que vous êtes aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on implémente en termes de développement. Alors, mais Karine, aujourd'hui, dans un contexte africain qui détient quand même encore certains aspects culturels assez radicaux et même conservateurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'évolution aujourd'hui dans un contexte africain pour ce qui est notamment de cette émancipation, même si, je vous le concède d'ailleurs, vous évitez d'utiliser le mot dans le contexte, mais on va quand même penser à l'émancipation. Comment vous comprenez aujourd'hui les barrières culturelles qui demeurent en Afrique face à l'émancipation de la femme? On va prendre pour exemple le fait qu'aujourd'hui en Afrique, on soit encore en train d'acclamer le fait qu'une femme soit directrice générale d'une entreprise publique. C'est dans un contexte européen, c'est un peu plus évolué, même si on sait qu'en Afrique, on a eu quand même des Amazones comme Ellen Johnson qui ont été présidents de la République. Aujourd'hui, on a des pays à l'instar du Gabon, du Congo, du Togo, avec Madame Rose Christiane Osuka-Raponda, qui est Premier ministre chef du gouvernement au Gabon, et du côté du Congo également. Ce sont des évolutions quand même, mais qui restent assez minimes. Est-ce que vous pensez que le combat, pour vous, les féministes, est encore assez vaste et très rude d'ailleurs, avec un contexte culturel patriarcal, vous l'avez dit, assez conservateur quand même? Bon, Pablo, ce que je dirais, c'est que la notion d'émancipation elle-même, là, elle est relative, en fait. Moi, ce que je pense. Parce que la perfection est juste du domaine des dieux, dit-on. Personne n'est parfait. Bien sûr, oui. S'émanciper signifierait donc se perfectionner. On est quand même d'accord. Pourquoi? Je crois que c'est même parti d'un état A vers un état B qui est peut-être meilleur. Donc, si on a trop tendance à généralement coller une étiquette sur la femme, moi, je trouve ça péjoratif. On met trop de pression sur la femme. Et qui sont ceux qui mettent de la pression sur la femme? Les hommes avec petites tâches, ou encore justement ces sociétés qui se veulent patriarcales, où on pense qu'en lui mettant trop de pression, on va finalement la faire peur pour qu'elle ne puisse pas ressortir ce qu'elle a de meilleur en elle. Alors, donc, pour vous, la femme fait peur? La femme fait peur à l'homme? Oui, je pense. Parce que, oui, je crois. Je crois fermement même d'ailleurs. Si, je crois fermement. Parce que justement, quand vous écoutez ceux qui se définissent patriarcat ou bien bantou, entre guillemets, c'est parce qu'ils pensent que si la femme s'émancipe, comme vous aimez le dire, parce que moi, ce n'est pas un mot qui reste dans mon jargon, trop, finalement, elle pourra prendre le dessus, il ne pourra plus avoir la même mise sur elle. Mais pourquoi vous voulez avoir la même mise sur la femme? La femme, c'est un partenaire. Ce n'est pas une relation de dominant et dominé, non. C'est une relation un peu de parité où chacun sait ce qu'il a à faire dans le respect mutuel des personnes. On se devrait même d'être fier d'avoir des femmes qui osent et qui font des choses. Et comme vous l'avez dit, on ne devrait plus être en train d'acclamer les femmes parce qu'elles sont directrices de ci ou de ça.
normal. Les esclaves se sont également émancipés. Hein. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde utilisait un téléphone intelligent. Mais d'où part l'émancipation? Est-ce que ce n'est pas une sorte d'émancipation si aujourd'hui les gens utilisent un téléphone intelligent? Ça veut tout simplement dire que vous avez changé de cap. Mais pourquoi l'attribuer uniquement à la femme? Pourquoi? Parce que justement, les gens pensent que les femmes, les gens pensent que certaines femmes, tout comme les hommes, hein, d'ailleurs, évoluent à une particulière qui n'est pas celle des autres membres de la société. Mais l'important n'est-il pas d'arriver à bon port, finalement? Si vous savez où vous allez, vous vous donnez les moyens à votre niveau, à votre rythme, en fait, d'arriver où vous allez. Parce que la finalité, c'est comment je suis arrivé ici. Qu'est-ce qui m'a motivé? Qu'est-ce qui m'a permis de faire ci ou ça? Et ainsi, chaque entité sociale a ses défis, a ses qualités. Ce qui importe d'apporter ici, c'est la contribution à la constitution du bien-être de l'humain. Et c'est pour ça que je disais en amont, mon féminisme est un humanisme. C'est un tout. Voilà. Alors, Karine, on va donc s'intéresser, ça sera la dernière question de cette émission, qui est d'ailleurs la thématique principale. On n'a pas vu le temps passer, hein, Karine. Tellement vous dites des choses bien, avec des mots qui vont avec. Bon, ben voilà, on ne voit pas souvent le temps passer. Alors, Karine, pour vous, comment la femme africaine peut-elle contribuer à l'atteinte des objectifs de développement du continent? Ça, c'est une bonne question. Mais je pense toujours que, comme je vous l'ai dit, la femme, c'est la mère nourricière. La femme, c'est la mère nourricière. C'est elle qui porte un tout petit peu le monde, entre guillemets, comme on le dit. Ça c'est encore des pressions qu'on met sur les femmes. C'est une réalité. Donc, en général, mes multiples missions pour les causes de la femme m'ont permis finalement de me rendre à l'évidence que oui, la femme africaine est d'ailleurs d'abord consciente de son rôle dans la société africaine. Hier, elle était confinée dans le rôle de l'objet. Elle est aujourd'hui sujet du regard masculin ou de l'évolution du monde. Donc, elle sait ce qu'elle a à faire pour que le monde bouge, même de façon inconsciente. Je prends un exemple palpable. À la maison, vous avez une jeune fille, petite fille de 10 ans ou 12 ans, qui sait déjà que non, elle doit se lever, elle doit nettoyer la maison, elle doit faire la vaisselle, elle doit faire la lessive, elle doit s'occuper de ses cadets, inconsciemment. C'est déjà un pan au développement. Parce que quand elle le fait, ça rend la maison agréable, ça facilite la tâche à sa maman. Et si ça facilite la tâche à sa maman, ça veut dire que sa maman peut faire entre une ou deux autres choses qui peuvent également contribuer à l'évolution. C'est comme ça qu'on évolue. Et c'est des choses que les gens négligent. Pourtant, il ne faut pas négliger un seul aspect du quotidien. Aujourd'hui, les femmes sont au cœur des décisions. Parce qu'il y a eu justement ce mouvement de féminisme qui a finalement, où les femmes ont dit non, vous ne pouvez pas continuer à nous opprimer. Nous pouvons aussi faire des choses. Et donc, nous pouvons bouger les lignes pour que vous sachiez effectivement que même pour vous développer, ça passe même par nous. Et on a des preuves. Hein. Si vous voyez dans les pays où les femmes, généralement, sont présidentes de la République, c'est autre chose. Vous avez parlé d'Ellen Johnson. Vous avez vu le Libéria à cette époque-là. Je ne dis pas que George Weah y fait mal ou quoi. Je n'ai même pas d'ailleurs la science infuse pour pouvoir juger son gouvernement. Je ne suis pas libérienne. J'étais beaucoup plus... je ne suis pas non plus celle qui ne regarde pas ce que les hommes essayent de faire, mais j'étais un peu plus motivée pour voir comment Ellen Johnson, Madame la Présidente, faisait justement pour que le Libéria puisse changer ou encore que les personnes puissent être un peu équilibrées. Ça, c'est la femme. Son rôle au développement. Aujourd'hui, même certains hommes se servent de ces femmes présidentes pour pouvoir faire bouger les choses. Si vous allez au Parlement, au Parlement panafricain,
Vous avez vu, on a eu du mal à relancer les élections. C'est une femme malienne, Madame Adara, qui parce qu'elle a démissionné, elle a accepté de prendre sur elle, parce qu'elle a la vision. C'est-à-dire qu'elle se dit non, s'il va falloir que je me sacrifie pour que quelque chose soit fait, je préfère le faire. Elle s'est retirée, elle a donné la possibilité pour qu'on organise les élections finalement pour avoir un président. Il faut que les choses se bougent. C'est une femme. Ça, c'est quelque chose de pratique en termes de développement. Et aujourd'hui, les choses bougent grâce à elle. Donc, il y a comme cela une panoplie de femmes qui font des choses extraordinaires. Et même si certains hommes veulent toujours ne pas reconnaître, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on devait être en train de parler du rôle de la femme dans le développement parce que c'est perceptible. Même simplement le fait que la femme donne naissance. Parce que donner naissance aussi, c'est mourir un peu. Puis se sacrifier pour le faire, c'est déjà un grand pan pour le développement. Alors, Karine, est-ce que vous pensez que la femme, vous avez évoqué des exemples palpants, mais je préfère quand même vous la poser, la question. Est-ce que vous pensez que la femme africaine d'aujourd'hui est suffisamment prête pour les défis du futur? Ouais, la femme est prête, plus que prête. Et je vous ai parlé de la conscience inconsciente. Elle est prête. Même inconsciemment, elle sait. On lui met la pression, mais elle sait de façon... C'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle a à faire, plus que tout le monde. Alors, et que doivent faire les hommes? On ne devrait même plus parler. Qu'est-ce que vous attendez des hommes dans ce cas? De la gente masculine, je veux dire. C'est un accompagnement, comme je dis. Un accompagnement qui se doit d'être sincère. Un accompagnement qui se doit de ne pas toujours vouloir opprimer l'autre. Parce que les hommes doivent être capables de reconnaître qu'avec des femmes, ce sont des partenaires. Et non des objets. Et non des tambours. Il faut venir battre ou bien gérer comme ça se doit. Non. Vous avez vu, parce que parfois aussi, on pense que même être une femme de ménage, entre guillemets, c'est un rôle négligeable. Non, ce n'est pas un rôle négligeable. Parce que si vous avez une femme à la maison, c'est un travail à temps plein, qui donne naissance, qui doit s'en occuper. Dans la nuit, il y a des pleurs des enfants. Elle ne dort pas assez. Parce que quand on a un enfant, le sommeil, c'est fini. On ne peut plus se permettre de faire 7 heures, 8 heures de sommeil. Non, ça, c'est terminé. Mais l'homme, lui, là, il dort, il n'a pas de souci. Hein. C'est encore elle qui va se lever très tôt. Il faut mettre à l'évidence qu'il va falloir que l'homme ait de l'eau pour prendre son bain pour aller au boulot. Les enfants, pareillement. Apprêter le petit déjeuner pour tout le monde. Quand vous allez rentrer, se rassurer que vous avez de quoi manger, aller prendre des enfants, voir s'ils ont fait des devoirs, ainsi de suite. Quand le mari va rentrer, elle va se poser des questions. Ça a été ta journée et tout ça. Mais vous ne voyez pas que ça contribue à votre propre bonheur? C'est ça l'évolution. Parce que si vous devenez même meilleur demain, c'est aussi parce qu'il y a une femme qui se sacrifie au quotidien, qui vous facilite la tâche et qui prend tout sur elle. Et imaginez avoir une femme en plus qui est elle-même entrepreneur, mais qui doit gérer un foyer. Ouais. Et qui ne faillit pas à sa tâche. Mais c'est énorme comme développement, c'est énorme comme évolution. Ne demandez plus trop à la femme de cesser de lui mettre la pression, s'il vous plaît. Merci. Elle fait de façon inconsciente ce qu'elle a fait. Merci Karine, merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous. Karine, peut-être un mot de fin rapidement. Ben, c'est un pur bonheur d'être là. Bonne gouvernance, longue vie. Et j'espère que j'ai répondu à vos questions, que vous avez été satisfait de l'échange. C'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer. Ouais. Bon, la quintessence reste. Le message, je crois qu'il a été assez clair. Et je m'en réjouis. Je souhaite d'ailleurs bon vent à bonne gouvernance à tous ceux qui regardent et davantage d'émissions de la sorte où on ne va pas se consacrer juste à demander si des personnes... sont allés dans un café, prendre un jour, manger quoi, mais traiter des sujets qui peuvent impacter la vie des jeunes, filles comme garçons, et que finalement le développement dont vous parlez ou bien l'évolution puisse être quelque chose de réel. Et ça me motive, ça me plaît bien. Je vous remercie d'ailleurs de ce choix de thème qui finalement est très riche et motive. Ouais.
Merci infiniment, Karine. Et ben, quant à nous, on vous souhaite bon vent pour votre parcours qui est encore beaucoup de défis à relever, tant du côté entrepreneurial que du côté personnel. Et bien, vivement que la justice camerounaise finalement se saisisse de l'affaire Guy Alain Kamdem, alias Capello, pour vous permettre de dormir finalement, parce que je me souviens, sur un autre plateau, vous avez dit que vous ne dormirez plus jamais tant qu'il ne sera pas mis hors d'état de nuit. Eh bien, puisque nous souhaitons vous revoir prochainement et toujours rayonnante et souriante, il faut bien que la justice camerounaise vous permette de dormir un tout petit peu en mettant hors d'état de nuit Capello. Merci, Karine, d'être passée par ici et meilleurs vœux encore à vous pour cette nouvelle année 2023. Merci and many returns. Merci. Mesdames et messieurs, point final pour ce numéro de bonne gouvernance qui était consacré au rôle de la femme dans l'atteinte des objectifs de développement de l'Afrique. Et nous avons eu pour invité notre très chère Karine Mwambo, journaliste, écrivain, entrepreneur, présidente fondatrice de l'ONG Kate Head Foundation. Et avec elle, nous avons essayé de parcourir en première partie son parcours, tant académique que professionnel, et en deuxième partie, elle nous a donné sa position sur l'émancipation et surtout le rôle que la femme africaine doit et peut jouer pour l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est maintenant terminé pour ce numéro. Prenez soin de vous pour nous et surtout ne l'oubliez jamais, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Soyez heureux et rendez votre bonheur contagieux. Au revoir.